Mars 2013, Joanne Dennehy est pris d'une folie meurtrière qui va choquer tout le Royaume-Uni. On l'a surnommée la tueuse des fossés de Peterborough. Elle a commis plusieurs crimes en à peine une dizaine de jours. Elle a causé la mort de 3 hommes et essayé d'en tuer 2 autres. John Trainer, son ex-compagnon, n'arrive toujours pas à comprendre comment la mère de ses 2 enfants a pu commettre de tels actes. Je pense que je ne l'ai pas encore assimilé. Ça remue des choses en moi. Je ne vois pas de meilleure façon de décrire ce que ça provoque en moi. Même maintenant, il suffit que je parle d'elle pour que ça se réveille. Élever 2 beaux enfants, tout en sachant que leur mère est une psychopathe qui a assassiné plusieurs personnes, c'est très lourd à porter. Joanne Dennehy fait partie de ces rares êtres humains dont on peut dire qu'ils sont nés pour tuer. Dans le cas d'un tueur en série, d'un tueur à la chaîne ou d'un tueur de masse, le choix de la cible est toujours important. En l'occurrence, elle s'en est pris à des hommes. Une femme qui commet plusieurs meurtres, c'est rare. Ce n'était pas la première, mais c'est inhabituel. Il y a eu Rose West ou Myra Hindley, mais elles ont été détournées du droit chemin par un homme. Alors que dans ce cas précis, elle n'a eu besoin de personne. Suite à un homicide, en général, on ne raconte qu'un côté de l'histoire, celui des victimes et de leurs proches. Mais il y a bien d'autres souffrances à prendre en compte, celles des membres de la famille de l'assassin. Pour ces gens, ça peut avoir pour conséquence de détruire des liens familiaux et ça peut durer toute une vie. Ce n'est pas moi qui ai tué ces personnes. Ce qu'elle leur a fait, c'est horrible. Mais j'en suis pas responsable, et mes enfants non plus. Je ne peux pas présenter d'excuses à sa place. C'est à elle de le faire. Elle a commis des crimes abjects. J'estime qu'elle ne devrait jamais être libérée. Elle devrait brûler en enfer. Nous sommes en 1997. John Trainer, qui est alors âgé de 20 ans, rencontre Joanne Dennehy, 15 ans, dans un parc près de chez lui. En fait, elle s'est approchée de moi pour voir mon chien. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. C'est grâce à mon chien que cette histoire a commencé. Sans lui, elle serait sûrement passée sans s'arrêter. L'entente est immédiate. Ils semblent avoir de nombreux points communs. Pour être tout à fait honnête avec vous, mon enfance a été aussi chaotique que ma relation avec Joe. C'est aussi simple que ça. Je pourrais résumer en disant qu'elle m'a aidé à sortir de la situation dans laquelle j'étais depuis 3 ans. John Trainer et Joanne Dennehy ont commencé à se fréquenter quand elle avait 15 ans. Lui en avait 5 de plus. Quoi qu'on en pense, il était nettement plus âgé qu'elle et elle était encore mineure. Mais ils étaient tous les 2 prêts à briser cette convention. À l'époque, je me posais pas de questions sur notre différence d'âge. Les gens insistent toujours là-dessus, mais pour moi, ça n'avait aucune importance. Il n'y a quasiment rien eu de sexuel entre nous avant ses 16 ans. On peut se retrouver dans une relation avec quelqu'un comme Joanne Dennehy avant même de se rendre compte qu'on a pris cette décision. Et dans certains cas, on peut avoir beaucoup de mal à y mettre un terme. Le couple brûle les étapes. Très vite, John rencontre les parents de Joanne et en tire l'impression qu'ils forment une famille heureuse. Elle adorait son père. C'est le sentiment que j'ai eu. Et elle n'aimait pas tellement sa mère. Pour moi, ce sont des faits. C'est la vérité. J'ai vu ça de mes propres yeux. Et c'est ce que je l'ai entendu dire. Mais je ne pouvais pas me transformer en insecte pour les observer. Je ne pouvais pas savoir ce qui se passait entre elles quand je n'étais pas là. Je peux seulement vous expliquer comment elle était avec moi. On avait une relation normale, on allait au cinéma quand j'étais libre le week-end, on passait du temps ensemble, on ne faisait rien de spécial.
A priori, tout allait bien, jusqu'au jour où son père m'a dit qu'elle avait brûlé ses manuels et sauté par la fenêtre d'une classe après avoir bu. Elle avait apporté de l'alcool au lycée pendant ses examens. J'ai appris qu'elle allait déjà boire et fumer au parc avant notre rencontre. Quand elle était petite, Joanne n'avait pas de problème particulier. C'est seulement en entrant dans l'adolescence qu'elle a commencé à avoir un comportement dysfonctionnel. Elle s'est mise à consommer de la drogue et de l'alcool et à fréquenter des garçons plus âgés. On voit qu'elle était sur une mauvaise pente. Ce sont les premiers signes de ce qui va se passer par la suite. Les deux jeunes gens doivent rapidement faire face à une première difficulté. Juste avant ses 16 ans, elle a dû quitter sa maison. Peut-être qu'elle n'avait pas respecté les règles fixées par ses parents. Elle est partie en disant qu'elle ne reviendrait pas. C'est sa mère qui l'a mise à la porte. Elle lui a dit de s'en aller. Et comme la mienne ne voulait pas l'accueillir, on a vécu dehors pendant environ 1 an. Qu'ils se retrouvent tous les deux à la rue, premièrement, ça montre qu'ils étaient naïfs et deuxièmement, incapables de se prendre en main. Il n'avait que 20 ans, il était encore très jeune. Et selon ce qu'il a laissé entendre, elle était plus dominante et résolue que lui. Toutes ces situations, c'est elle qui les a provoquées. Elle avait les moyens et les soutiens nécessaires pour s'en sortir, mais elle préférait cette vie-là. Je pense qu'elle se sentait plus heureuse dans ce monde moins structuré, où les gens n'hésitaient pas à enfreindre la loi. Et ça lui donnait aussi la possibilité de manipuler son entourage pour qu'il la suive dans cette voie. On ne savait pas où on dormirait le lendemain, si on aurait à manger, si on pourrait rester propre. Voilà comment c'était entre nous. Ça a commencé comme ça. On vivait chacun de son côté à Redbourn. On sortait ensemble. Tout d'un coup, on est devenu SDF. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Au bout d'1 an, le couple trouve un logement social. Quand on est à la rue depuis 1 an, avoir un toit au-dessus de la tête, c'est comme un miracle. La première nuit, il n'y avait ni lit ni meuble, mais il y avait une porte qu'on pouvait fermer. On avait une clé. On pouvait mettre le chauffage, prendre un bain. Ce sont des petites choses qui rendent heureux. C'est une vie plus confortable. Peu de temps après, à seulement 17 ans, Joanne tombe enceinte du premier de leurs 2 enfants. Elle n'a pas bu ni fumé pendant ces 2 grossesses. Ça reste la meilleure chose qu'elle ait faite pour les filles depuis leur naissance. Quand elle donnait un coup de pied dans son ventre, elle m'appelait pour que je le sente et que je le voie. On achetait des affaires pour le bébé. Ça a été la même chose avec nos 2 filles. On avait hâte qu'elles naissent. Joanne avait des problèmes d'addiction et un mode de vie chaotique. Mais quand elle a appris qu'elle attendait un bébé, elle a arrêté de boire et de prendre de la drogue. Ça montre premièrement qu'elle avait la capacité d'affronter ses démons et deuxièmement qu'elle voulait dans une certaine mesure que son enfant soit en bonne santé. Quand ma fille est arrivée, tout a changé. Quand elle était enceinte, elle était très heureuse. Mais à partir du moment où elle a accouché, c'était tout le temps « Tiens, John, occupe-toi d'elle ». Joanne confie souvent ses enfants à son compagnon pour pouvoir de nouveau sombrer dans l'alcool et la drogue. On lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité antisociale psychopathique. C'est une pathologie très grave. Les psychopathes ont beaucoup de mal à faire passer les autres avant eux, parce qu'ils considèrent que personne n'est plus important qu'eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils auront tous tendance à négliger leurs enfants ou à les maltraiter. Mais en général, ils comptent moins à leurs yeux que leur propre personne. Et ça peut avoir certaines conséquences. Le deuxième parent doit parfois assumer l'essentiel de leur éducation. C'est lui qui doit leur donner de l'affection et prendre soin d'eux. Elle me trompait, elle sortait boire, elle ne jouait pas son rôle de mère. Quand un homme traite une femme comme ça, elle peut partir avec les enfants et le rayer de sa vie. C'est ce qui arrive en général. Mais dans la situation où j'étais, si je l'avais laissée avec les petites, allez savoir ce qui serait arrivé. Je n'avais aucune envie de les séparer de leur mère. Mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus.
Au cours des 13 ans qui vont suivre, Joan Dennehy va devenir de plus en plus incontrôlable. Elle se sentait plus à l'aise en marge de la société et avec les gens qui brisaient les règles, contrairement à sa famille. On peut peut-être en déduire qu'elle avait ça en elle depuis toujours. Comme on vivait dans une petite ville, tout le monde savait ce qu'elle faisait. De la maison d'à côté jusqu'à la rue principale, parce que c'est là qu'elle passait la plus grande partie de son temps, dans les pubs. J'en avais marre d'entendre des gens me raconter qu'ils l'avaient vue à tel endroit et qu'elle s'était encore embarquée dans une nouvelle histoire. Je pouvais plus le supporter, c'était au-dessus de mes forces. Elle a rendu cette ville complètement invivable. En 2009, John déménage avec les enfants. Joan Dennehy souffrait d'un tel trouble de la personnalité qu'elle a probablement enfreint la loi toute sa vie. Vol, petits délits, consommation de drogue et toutes les choses qui vont avec. Elle se sentait surpuissante, capable de tout, supérieure à tout le monde. Elle ne voyait aucune raison de s'empêcher de tuer quelqu'un. Je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça. Je ne l'ai pas abandonnée en me disant qu'elle finirait par assassiner quelqu'un. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Si j'avais su, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Mais qui m'aurait cru? On peut avoir le pressentiment que quelqu'un va commettre un meurtre. Mais on ne peut pas en être certain. Comment on reconnaît un tueur en série? Le 19 mars 2013, Joan Dennehy fait une première victime, Lukas Slabozewski, un homme qu'elle vient de rencontrer. Elle l'a attiré dans son appartement en lui faisant croire qu'elle allait coucher avec lui. Elle lui a demandé de se bander les yeux. Elle l'a poignardé une fois en plein cœur et elle a mis le corps dans une poubelle à roulettes. C'est le moment de vérité pour elle. Elle s'est toujours procuré des frissons en se demandant ce que ça ferait de tuer quelqu'un. Mais c'est à cet instant qu'elle va franchir la ligne rouge. Elle aimait le sadomasochisme, mais elle ne savait pas encore si elle prendrait du plaisir à tuer un être humain. Joan Dennehy, qui a pourtant montré le corps de sa victime à un adolescent, semble ne pas avoir à s'inquiéter. La police ne se doute encore de rien. Imaginez la frustration qu'elle a dû ressentir. Elle l'a déposé dans une poubelle, mais personne ne s'en est rendu compte. Donc elle est revenue et elle a appelé quelqu'un comme pour dire « Regarde, regarde ce que j'ai fait ». Elle voulait qu'on découvre sa victime. Elle voulait que ce soit le chaos autour d'elle. Elle voulait qu'il y ait une enquête. 5 ans avant que cette folie meurtrière ne s'empare d'elle, son compagnon l'avait quittée en emmenant leurs 2 enfants. Je m'en suis probablement voulu d'avoir fait ça, d'être parti avec mes 2 filles. C'est peut-être l'une des raisons expliquant ce qu'il s'est passé ensuite. Je ne sais pas. Je voulais ce qu'il y a de mieux pour elle et pour moi. Donc j'ai pris la décision qui s'imposait. J'avais enduré tout ça pendant 10 ans. Ça m'avait suffi. Suite à cette décision, John découvre le quotidien d'un père célibataire. Je ne vais pas prétendre que ça a été une partie de plaisir, que ça a été très facile. Mais ça m'a plu. Je n'ai eu aucun gros problème à part avec leur mère. Je ne dirais pas que c'était dur. Non, j'étais très heureux. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Malgré leur séparation, il revoit parfois Joan au cours des années suivantes. Il semblerait qu'ils aient eu une relation par intermittence pendant un certain temps. Elle revenait vers lui dès qu'elle n'avait plus de problème à régler, entre ses brefs séjours en prison. Selon John, elle venait en quelque sorte s'offrir une période de calme. Mais comme elle ne pouvait pas supporter cette vie, elle finissait toujours par s'en aller. Un jour, je suis tombé sur elle dans un parc alors que je ne l'avais pas vue depuis 3 mois. Elle portait des chaussures et un manteau d'homme. Elle sentait très mauvais. Elle était dans un sale état. Je n'avais qu'une seule envie, la sortir de là. Voilà ce que j'étais pour elle, une couverture de survie. Ça ne durait pas longtemps. Hein. Elle venait quand elle s'était mise dans une mauvaise passe. Elle m'utilisait pour avoir une soirée tranquille, prendre un bain et elle repartait.
C'est par sa faute qu'elle se retrouvait dans toutes ces situations. Elle faisait ses propres choix, éventuellement sous l'influence de l'alcool et de la drogue. En 2013, quand elle tue pour la première fois, Joanne vit dans un appartement à Peterborough. Sa deuxième victime sera son colocataire. Elle a très probablement assassiné John Chapman dans son sommeil, alors qu'il était complètement sans défense. On sait qu'il était alcoolique. Après son passage dans la marine, il avait malheureusement succombé à cette addiction. Elle s'est attaquée à un homme qui ne pouvait pas se défendre. Quand on l'a interrogée, elle a laissé entendre qu'elle l'avait tué parce qu'il avait refusé de sortir de la salle de bain tandis qu'elle s'y trouvait. Ça signifie que pour elle, on pouvait donner 5 coups de couteau à une personne qui s'obstine à rester dans une salle de bain. Mais on ne pouvait pas profiter de sa vulnérabilité et la tuer dans son sommeil. C'est vous dire à quel point elle avait l'esprit tordu. Au lendemain du meurtre de John Chapman, Joanne Dennehy jette son dévolu sur Kevin Lee, le propriétaire de son appartement, un homme marié qui est aussi son amant. Comme il lui avait procuré un logement, elle lui rendait service en l'aidant à récupérer le loyer des locataires qui ne payaient pas à temps. Et il est devenu son ami, mais surtout par compassion. Elle lui a raconté qu'elle avait tué son père parce qu'il avait abusé d'elle, ce qui était faux, bien sûr. Elle lui a aussi dit qu'elle avait causé la mort d'un immigré, qu'elle avait écrasé une personne et qu'elle avait déclenché un incendie qui avait fait 2 victimes. Visiblement, le fait de se présenter comme une tueuse en série ne lui posait aucun problème. Quand on est mythomane, il est presque impossible de ne pas mentir. On ne peut pas dire la vérité. On ne sait plus différencier le mensonge de la réalité. On crée son monde au fur et à mesure. Donc, quand elle raconte des histoires sur son enfance, sur les mauvais traitements qu'elle aurait subis, c'est dans ce contexte-là. C'est ce qu'on peut attendre d'une personne telle que Joanne Dennehy. La jeune femme est de nature impulsive, mais elle sait toujours trouver des excuses. C'était la faute d'un tel, de ceci, de cela. Moi, je ne voyais pas les choses comme ça. Je pensais que c'était uniquement à cause de l'alcool. Tout ce que je voyais, c'est qu'elle buvait beaucoup. Et elle semble être en train de prendre l'ascendant sur Kevin. Elle lui a envoyé un message pour lui dire qu'il fallait qu'il s'habille bien et qu'elle allait coucher avec lui. Elle précisait qu'elle voulait un rapport sadomasochiste. Et apparemment, il était d'accord. Elle l'a tué de 5 coups de couteau au cœur. Elle lui a perforé le cœur et les poumons. Kevin Lee est sa 3e victime. C'est avec lui qu'elle commence un peu plus à jouer avec le corps des victimes et à aimer ça. Ça laisse penser qu'elle y prend de plus en plus de plaisir. À chaque meurtre, le frisson qu'elle a ressenti la première fois se dissipe un peu, donc elle doit en faire plus. C'est pour cette raison qu'elle va aller encore plus loin en le plaçant dans une position humiliante et en l'habillant. C'est une façon pour elle de continuer à éprouver les mêmes sensations. Il y avait 2 corps dans 2 appartements différents. Elle a mis Kevin Lee dans une voiture, elle a roulé, elle s'est débarrassée de lui, et puis elle est revenue chercher Chapman. Elle a déposé le corps de Kevin Lee près de Newborough, à un endroit différent de celui choisi pour les 2 autres victimes. Celui de John Chapman, elle l'a laissé dans le même coin que Lucas, sa première victime, à Thorndyke. Le 30 mars 2013, le corps de Kevin est retrouvé vêtu d'une robe à paillettes. Monsieur Kevin Lee était dans un fossé près de Peterborough. Il portait des vêtements de femme et il était dans une position étrange. De nombreuses personnes ont suggéré qu'il avait délibérément été placé comme ça, et probablement par mademoiselle Dennehy. Les corps de John Chapman et Lucas Slabozewski seront découverts 4 jours plus tard. Après avoir tué 3 hommes en très peu de temps, elle est partie en cavale. Elle a pris de la drogue, bu de l'alcool et fui la police. Elle s'est amusée. Elle a pris du bon temps. Elle voulait sûrement fêter les 3 meurtres qu'elle avait commis de façon si cruelle. John Trainer va bientôt être mis au courant des crimes de son ex-compagne.
La police m'a appelé et ils m'ont expliqué ce qui s'était passé. Je ne savais pas qu'ils la recherchaient depuis une semaine. 2 minutes plus tard, on frappe à ma porte et je vois une vingtaine de journalistes, avec des caméras. C'est comme ça que j'ai appris ce qu'elle avait fait. Mars 2013, Joanne Dennehy a pris la fuite après avoir fait 3 victimes. Elle fait partie de ces individus qui prennent beaucoup de plaisir à tuer. Si elle a choisi 3 hommes qui étaient proches d'elle, c'est avant tout parce que ça rend les choses plus faciles. Une personne qui vous connaît ne se méfie pas. Il est plus facile de s'isoler avec elle ou de la mettre dans une situation où elle sera vulnérable. Mais quand on a commis 3 assassinats, on sait que le temps presse. Et ses pulsions meurtrières devaient être de plus en plus fortes. Elle aimait tuer, parce que ça lui permettait de ressentir cette sensation de contrôle absolu et de destruction qui lui plaisait tellement. John Trainer a entretenu une relation avec Joanne pendant 10 ans, mais elle s'absentait souvent du foyer familial pendant de longues périodes. Partir travailler et ne revenir qu'1 an et demi plus tard, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ensuite, elle faisait toujours de grandes déclarations. Je n'ai pas d'autre explication à vous donner. C'était toujours excessif. Elle faisait ce qu'elle voulait sans penser aux conséquences. Et comme on l'a vu, elle n'avait aucun scrupule à blesser les gens autour d'elle. Avant de devenir une meurtrière, elle avait commis des délits mineurs. Elle était allée plusieurs fois en prison pour de petites infractions. Rien de trop sérieux. Mais elle a aussi été arrêtée pour s'être montrée violente envers un homme. C'était la première fois qu'elle commettait une grave infraction. Ça lui avait valu 14 semaines de détention. Elle m'a dit qu'elle avait blessé ou attaqué quelqu'un avec une barrette à cheveux. Et qu'elle avait volé quelque chose. Je ne peux pas vous dire ce que c'était. C'est la vérité. Je ne sais pas. Quand elle a été absente pendant 1 an et demi, je sais qu'elle a passé un certain temps en prison. Et je crois même qu'elle a été internée en hôpital psychiatrique à un moment. Joanne souffrait d'un trouble de la personnalité très important qui engendrait des psychoses. Ça se manifestait par de l'anxiété, de l'agressivité et un comportement imprévisible. Elle pouvait notamment s'en prendre à des hommes. Et sur le plan sexuel, elle avait des conduites déplacées avec eux. Ce qui l'excitait, c'était de les humilier ou de les blesser quand elle couchait avec eux. À sa sortie de prison, elle était censée s'installer dans un centre d'hébergement. Mais je ne l'ai appris que quand elle me l'a avoué plusieurs semaines plus tard. Donc elle est revenue vivre avec nous, et quand elle a été convoquée au tribunal, j'ai témoigné en sa faveur. C'est en partie grâce à ça qu'elle n'est pas retournée en prison après s'être enfuie. J'ai dit qu'elle voulait recoller les morceaux avec ses enfants et être une bonne mère. Et ils l'ont autorisée à rentrer à la maison. Cependant, la relation du couple est loin d'être stable. Et tandis que leur fille aînée grandit, Joanne adopte un comportement de plus en plus inquiétant. Elle menaçait mes amies femmes. À l'école, j'ai été convoqué. Il y avait une assistante sociale, le directeur, le professeur de ma fille. Ils m'ont dit qu'elle ne pouvait plus emmener ou venir chercher notre fille avec moi parce qu'elle était agressive avec les gens à qui je parlais. Voilà comment elle était. Il fallait qu'elle décide de tout. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais elle trouvait tous les moyens possibles de me contrôler. On sait que quand John discutait avec les mamans à la sortie de l'école, Joanne les intimidait. Elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour les éloigner. Il y avait 2 raisons à cela. Tout d'abord, elle voulait que John soit isolé, qu'il n'ait personne sur qui compter. Les violences conjugales touchent plutôt les gens qui sont seuls. Mais ça montre aussi qu'elle se méfiait des autres femmes. Elle imaginait qu'elles avaient le même fonctionnement psychologique que le sien. C'était une prédatrice. Elle voyait le monde à travers les yeux d'une prédatrice.
C'est ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Quand c'est mis en place par un psychopathe, on se retrouve doublement piégé. La plupart du temps, il était tout seul pour s'occuper de ses enfants. Et en plus, il devait supporter tout ce que Joanne Dennehy pouvait lui infliger. Elle faisait tout pour l'humilier. Mais elle n'était même pas capable de s'en rendre compte. De toute façon, ça ne l'aurait pas dérangée, parce qu'elle ne pensait qu'à elle. Et qu'elle voulait mener cette vie chaotique. Comme je vous le disais, la façon qu'elle avait de jouer avec ma fille aînée, c'était de jeter des cailloux sur des voitures ou de la pousser dans un fossé. Ce n'était pas une relation classique entre une mère et sa fille. En 2006, le couple a un deuxième enfant. Mais cela ne suffira pas non plus à apaiser la fureur de Joanne. Elle arrivait avec des aiguilles qu'elle s'était plantées dans les bras. Ça la faisait saigner. Elle avait une mini-jupe en jean, elle s'était tailladé les jambes et là aussi il y avait du sang. Elle portait des bottes. C'est cette nuit-là qu'elle a pris un couteau et qu'elle l'a planté dans le sol. Mes enfants étaient couchés. Quand on se retrouve dans cette situation, on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle prenait du plaisir à faire souffrir les autres. Je ne pense pas qu'elle s'automutilait parce qu'elle aimait la douleur. Ce qui était en jeu, c'était le contrôle et le manque de contrôle qu'on ressent au quotidien. Affirmer qu'elle se blessait parce qu'elle appréciait la douleur, ça me paraît trop simple. Je pense qu'elle aimait beaucoup plus faire mal aux autres. C'est ce soir-là que tout a basculé. C'est là que je me suis résolu à prendre les choses en main. Je me suis dit, je ne peux rien faire pour elle. Elle ne s'occupe pas de ses enfants. Je m'en vais. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de la quitter dès le lendemain. Ça a été la goutte d'eau. Je suis parti. Suite à cet incident, John ne reverra plus jamais Joanne. Et ce n'est que 5 ans plus tard, et suite aux différents meurtres qu'elle a commis, qu'il aura à nouveau de ses nouvelles. On pourrait très facilement classer Joanne Dennehy parmi les tueurs en série, parce qu'elle a effectivement commis plusieurs assassinats. Après un meurtre, un tueur en série entre dans ce qu'on appelle une période de refroidissement. Quand la rage ou tout ce qui peut le pousser à éliminer quelqu'un s'accumule jusqu'au point d'ébullition, il finit par passer à l'acte. Mais ensuite, il redevient quasiment quelqu'un de normal. Ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé dans ce cas précis. On a plutôt affaire à une tueuse à la chaîne. Ce sont des gens qui vont enchaîner les meurtres durant un certain laps de temps et qui ne se calment jamais. Ils sont constamment dans cet état émotionnel qui les incite à tuer. 2 avril 2013. Afin d'échapper à la police du comté de Cambridge, Joanne Dennehy s'est rendue à Hereford, 200 km plus à l'ouest. Elle a décidé de partir à la recherche d'une 4e victime. Ça fait plusieurs jours qu'elle est déchaînée. Elle n'a tué personne et elle a de nouveau cette envie de meurtre au fond d'elle. Et elle tombe sur Robin Bereza. Elle lui dit qu'elle va le tuer. Mais elle ne va pas jusqu'au bout, parce qu'une voiture arrive à ce moment-là. Donc, elle s'arrête, sourit et fait un geste au conducteur. Puis elle remonte dans sa voiture et s'en va avant qu'on puisse soupçonner quelque chose. Joanne est en compagnie de 2 amis. L'un d'entre eux se nomme Gary Stretch. Gary sait qu'il doit lui trouver une autre victime pour qu'elle puisse avoir son frisson, si vous voulez. Donc, il se gare dans une impasse où ils vont croiser John Rogers. Elle va lui donner une 30aine de coups de couteau. L'attaque est d'une violence inouïe. Elle est absolument certaine qu'il est mort. Les 2 dernières personnes à qui elle s'en est pris ont survécu. Ce n'est évidemment pas ce qu'elle voulait. Son but était de tuer. Mais on peut sans aucun doute affirmer qu'elle prenait aussi du plaisir à traquer ses proies et à faire le nécessaire pour les éliminer. Pour les enquêteurs, Dennehy et Stretch sont désormais les principaux suspects du meurtre de Kevin Lee. La jeune femme est appréhendée le 2 avril 2013, 20 minutes après avoir poignardé sa 2e victime de la journée. Elle est immédiatement conduite au commissariat central de Hereford.
Quand elle a été arrêtée, elle a commencé à flirter avec les agents. Elle se passait la main dans les cheveux. Et quand on lui a expliqué de quoi elle était accusée, elle s'est montrée très désinvolte. Elle leur a dit « meurtre et tentative de meurtre, c'est pas bien grave ». Looks good. Thanks, Matt. That makes me feel so good. Real sexy. Shirt. Not a t-shirt, it's a tent. Joanne, signature from you that we've got your property. Right, so what am I up for? Attempted murder and murder. You've been arrested on suspicion of attempted murder and murder. Could be worse. Quand elle s'est retrouvée au poste, elle n'a pas manifesté d'anxiété ou d'inquiétude. Elle n'avait aucun remords. Elle était extrêmement calme. On dirait presque qu'elle y prend du plaisir. Elle essaie de séduire les agents, elle est souriante, elle se penche sur le bureau de façon très provocante. On rencontre rarement des gens comme Joanne Dennehy parce que c'est ce qu'on peut appeler une vraie psychopathe. Elle veut que les gens sachent ce qu'elle a fait. Ça l'excite. Là où quelqu'un comme vous et moi aurait peur ou se mettrait à paniquer, elle ressent des sensations agréables. C'est comme une drogue pour elle. Et c'est pour ça qu'elle adopte des comportements extrêmes. Tuer des personnes, fuir la police. Elle est incapable d'agir comme un être humain équilibré. Cette personne qui se tient debout face à la caméra et qui agit de cette façon, c'est vraiment elle. Dans cette vidéo, vous la voyez telle qu'elle était avec moi. Quand Joanne Dennehy a été inculpée de meurtre et tentative de meurtre le 2 avril 2013, John, son ex-compagnon, a dû annoncer à ses 2 enfants que leur mère était une criminelle. J'ai expliqué ce qui s'était passé. Je ne suis pas entré dans les détails, mais je leur ai dit la vérité. C'est la seule chose à faire. Dire la vérité. C'est comme ça que j'ai géré la situation. J'ai laissé de côté tout ce qui aurait pu être choquant. On verra quand elles seront plus grandes. De toute façon, quand elle l'a su, ma fille aînée a décidé de faire des recherches sur Internet. En tant que parent, quand on a un enfant de 14 ans, on n'a aucun contrôle là-dessus. Comment vous voulez les empêcher de découvrir ça? C'est impossible. On n'y peut rien. Il faut toujours être honnête. On n'est pas du tout dans le cas d'une personne qui ment, qui est manipulatrice ou qui déforme la vérité pour nuire à la réputation de quelqu'un. Elle faisait ça pour elle. Ses enfants n'avaient pas besoin que leur père leur dise quoi que ce soit. Ce sont des archives publiques. Michael Proctor, l'un des avocats de Joanne Dennehy, a fait connaissance avec elle quelque temps avant le procès. Je faisais ce travail depuis un certain temps. J'avais l'habitude de traiter des affaires qui pouvaient susciter des émotions très fortes. Mais elle avait un comportement qui m'a fait penser pendant un instant qu'on m'avait fait entrer dans la mauvaise cellule, que ce n'était pas ma cliente. Elle avait une attitude très inhabituelle pour quelqu'un qui fait face à ce genre d'accusation. Elle m'a donné l'impression d'être détendue. Elle n'avait pas du tout l'air affectée de se retrouver dans cette situation. C'était très étrange. Elle n'a jamais pensé que ces meurtres resteraient impunis. Ce n'était pas vraiment son intention. Ce qu'elle voulait, c'était devenir célèbre, être reconnue en tant que tueuse en série, qu'on sache qu'elle n'avait peur de rien, qu'elle était forte et dominatrice. Elle a même montré les corps à certaines personnes. Vu de l'extérieur, ça peut donner l'impression de voir une comédie sur une scène de crime. Mais quand on veut devenir l'un des pires tueurs en série de l'histoire, on essaie d'attirer l'attention. Et c'est exactement ce qu'elle a réussi à faire.
Je ne la pensais pas capable de tuer. Je savais qu'elle pouvait être agressive physiquement, se battre avec des gens, parce que c'est ce qu'elle faisait quand on était ensemble. Suite à leurs premiers entretiens, ses avocats sont persuadés qu'elle plaidera non coupable. Je me souviens qu'elle était assise, on lui parlait du procès, on lui expliquait comment ça allait se dérouler. Elle répondait à nos questions. Elle ne s'est jamais montrée violente envers nous. Elle a pris un stylo que j'avais sur moi. Quand on est face à une femme qui n'a rien à perdre, évidemment, il y a des choses qui vous passent par la tête. Je me suis dit qu'elle pourrait tenter tout ce qu'elle voulait. Ça n'aurait rien changé pour elle. J'avais le sentiment d'être dans une étrange situation. Et puis, elle a posé le stylo. Je l'ai lentement écarté d'elle et je me suis assuré qu'il n'était plus à sa portée. Le procès s'ouvre le 21 novembre. Joanne Dennehy doit répondre de 3 meurtres et 2 tentatives de meurtre. John et ses enfants sont plongés dans une véritable tempête médiatique. Ça a été difficile. Les 5 premières semaines, avec tout ce qui sortait, ça a été très dur. Mais uniquement vis-à-vis de mes enfants, parce qu'on s'était construit une vie loin de tout ça. Tout d'un coup, ça vous retombe dessus de façon spectaculaire. On est mis face à ce qu'elle a fait et c'est très lourd. Même maintenant, 5 ans plus tard, je ne pense pas avoir réussi à assimiler et intégrer tout ça. Mademoiselle Dennehy avait un comportement atypique. Elle était très détendue, désinvolte, bavarde. Elle plaisantait. On aurait pu croire qu'elle était en société, dans une situation beaucoup moins grave qu'elle ne l'était en réalité. Et ses avocats ne sont pas au bout de leur surprise. Lors de sa première apparition devant la cour d'assises de Londres, elle a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation. L'avocat principal, Nigel Leakey, a déclaré à l'audience, afin que ce soit officiellement consigné, que ce n'était pas ce qui était prévu. On nous a d'ailleurs donné un instant pour que l'on puisse s'assurer que c'était bien ce qu'elle voulait. Durant le procès, on a entendu dire que Joanne Dennehy était une femme sadique et qu'elle prenait du plaisir à faire souffrir les autres. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle, ça ne fait aucun doute. Avant de se mettre à tuer, elle aimait déjà que les gens aient peur d'elle. Elle avait pris goût à la violence et à la manipulation. En fin de compte, ce n'était que l'aboutissement de tout ce qui s'était développé en elle. À l'approche du verdict, Joanne ne manifeste toujours aucun remords. Je me souviens très bien de la note qu'elle m'a transmise. C'était très court. Voici ce qu'elle nous a demandé de dire en son nom. Je ne regrette pas ces meurtres. Mais je suis désolé pour les gens qui promenaient leurs chiens. Je n'aurais pas dû les attaquer. Ils ne méritaient pas ça. Joanne Dennehy voulait qu'on la remarque. Si elle a dit au juge qu'elle n'avait aucun remords, c'est premièrement parce que c'était globalement la vérité. Elle avait de graves troubles de la personnalité. Et deuxièmement, parce qu'elle adorait provoquer. Elle aimait exister dans le regard des autres. Elle n'était pas du genre à se faire toute petite. Le juge l'a qualifiée de tueuse en série cruelle, calculatrice, égoïste et manipulatrice. Le 28 février 2014, Joanne Dennehy est condamnée à passer le restant de sa vie en prison pour avoir assassiné 3 hommes et tenté d'en tuer 2 autres. Elle est restée calme à l'énoncé de la sentence. On a eu recours à la perpétuité incompressible, ce qui est très rare au Royaume-Uni. Quand un juge prend cette décision, ça signifie que la personne en question n'aura plus jamais la possibilité de retrouver la liberté. Et il le fait pour une seule raison, parce qu'il estime que cet individu ne peut être ni soigné, ni réhabilité, et qu'il constituera toujours une menace pour les citoyens de son pays. C'est l'une des 3 femmes à avoir été condamnées à rester en prison jusqu'à leur mort. Ça montre à quel point elle est dangereuse. Il y a eu Myra Hindley, Rose West et maintenant Joanne Dennehy. Quand on représente une personne,
Bien souvent, les gens qui la connaissent viennent la soutenir. Ses parents, ses enfants, sa famille, ses amis. Je n'ai pas le souvenir qu'un membre de la famille de Joanne Dennehy se soit manifesté ou se soit présenté à nous. John a eu 2 filles avec Joanne, mais il n'a pas envisagé un seul instant d'assister au procès. Je ne lui donnerais même pas l'heure. Je ne lui tendrais même pas la main si elle était en train de se noyer. Pas après ce qu'elle a fait. John Trainor et ses filles sont des victimes dans cette histoire. La vérité, c'est que ces 2 enfants ont été privés de la possibilité d'avoir une mère aimante et compatissante. Et en ce qui le concerne, ça doit être terrible d'aller se coucher tous les soirs en pensant qu'on a fondé une famille avec une tueuse en série. D'autant plus qu'il y a aussi l'attachement qu'il peut ressentir, la stigmatisation et l'inquiétude des gens qui se demandent si les enfants ont hérité de ce profil. Ça doit être un calvaire. Cette femme a donné naissance à 2 enfants, mais elle ne voulait pas être leur mère. J'avais beau réfléchir, je ne m'en rendais pas compte. J'ai supporté tout ce qu'elle m'a fait endurer parce que je pensais agir comme il le fallait pour une mère et ses filles. J'ai l'impression que la justice ne fonctionne pas dans ce pays. Elle ne devrait pas avoir le droit de vivre. Elle ne sortira plus jamais, mais moi, je vais travailler tous les jours pour payer son séjour en prison. J'estime qu'elle ne devrait jamais être libérée. Elle devrait brûler en enfer. Malgré tout ce que Joanne Dennehy a pu lui faire, John ressent encore une certaine culpabilité. Ça nous éclaircit surtout sur sa propre nature. Il se dit encore qu'il aurait peut-être pu, d'une certaine façon, l'empêcher de prendre la voie qu'elle a elle-même choisie. Mais ça signifie surtout qu'il n'a pas envie de croire qu'il a vécu avec une personne qui aurait pu le tuer. Et pourtant, il a eu de la chance de s'en sortir. Il aurait très bien pu finir dans l'un de ces fossés. Dans ce genre de relation, on a du mal à réfléchir. On est perdu. Je voyais bien qu'elle était un peu folle, qu'elle couchait avec le premier venu, qu'elle buvait trop, qu'elle était un peu violente envers les autres. Mais je n'ai jamais pensé un seul instant qu'elle pourrait faire ça. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Des gens qui s'en vont parce qu'ils ont subi des violences conjugales, il y en a tous les jours. C'est ce que j'ai fait. Je suis parti parce que je ne pouvais plus supporter cette situation. Je ne voulais plus que mes enfants vivent comme ça. Ça ne s'arrêtait jamais. Donc je l'ai quitté. Le seul regret que j'ai concernant ma relation avec cette femme, c'est d'avoir emmené ces 2 enfants avec moi. Mais je n'en pouvais plus. Et elle ne jouait aucun rôle dans leur vie. Donc je l'ai fait. Et voilà où j'en suis aujourd'hui.